En 2023, un événement statistique majeur est passé relativement inaperçu du grand public, bien qu'il ait provoqué une onde de choc dans les conseils d'administration de Stuttgart, Détroit et Tokyo. Pour la première fois dans l'histoire de l'automobile, les exportations de véhicules chinois ont dépassé celles de l'Allemagne et du Japon combinées dans certains segments clés, notamment l'électrique. BYD, une entreprise qui fabriquait encore des batteries pour téléphones portables au début des années 2000, a dépassé Tesla en volume de vente global, marquant un tournant décisif dans la hiérarchie industrielle mondiale qui semblait immuable depuis un siècle. Face à cette ascension fulgurante, une question revient avec insistance chez les observateurs économiques. Comment une industrie qui accusait un retard technologique de 50 ans en 1980 a-t-elle pu combler ce fossé et prendre le leadership en moins de 2 générations ? La réponse ne réside pas dans l'espionnage industriel ou dans des pratiques illicites, comme on l'entend souvent, mais dans un mécanisme économique parfaitement légal, transparent et documenté, mis en place dès la fin des années 70. Ce mécanisme est celui de la joint venture, coentreprise obligatoire. Pendant 40 ans, les plus grandes entreprises occidentales ont accepté un contrat clair, l'accès au plus grand marché de consommation du monde, en échange d'un transfert structuré de savoir-faire, de processus de fabrication et de technologie. On estime aujourd'hui que la valeur cumulée de ce transfert de propriété intellectuelle et d'expertise industrielle avoisine les 10 trillions de dollars, soit l'un des plus grands mouvements de valeur immatérielle de l'histoire économique moderne. Les dirigeants occidentaux ont opéré ce choix sur la base d'un calcul rationnel de rentabilité à court et moyen terme, considérant que leur avance en matière de R&D, recherche et développement, serait toujours suffisante pour maintenir un écart compétitif. Ils ont parié sur une division internationale du travail, où la Chine resterait l'usine d'assemblage et l'Occident le bureau d'études. Cette analyse, logique dans le contexte des années 90, s'est heurtée à la capacité d'apprentissage et d'innovation du partenaire chinois. Aujourd'hui, nous n'allons pas juger, mais analyser froidement la mécanique de cet échange. Nous allons décortiquer comment la loi sur les coentreprises de 1979 a créé les conditions de ce transfert, comment Volkswagen a involontairement formé les ingénieurs de ses futurs concurrents via son partenariat avec SAIC, et comment l'industrie chinoise a utilisé cette base pour pivoter vers le véhicule électrique et redéfinir les standards mondiaux. Chapitre 1. Le cadre légal de 1979, la condition d'entrée. Tout commence par une décision législative fondatrice qui va structurer l'économie chinoise pour les décennies à venir, la promulgation de la loi sur les coentreprises à capitaux mixtes. Equity Joint Venture Law, en juillet 1979. À cette époque, la Chine sort d'une période d'isolement économique total, et ses infrastructures industrielles sont obsolètes, basées sur des technologies soviétiques des années 50. Les planificateurs économiques comprennent qu'ils ne peuvent pas rattraper ce retard par le seul développement endogène. Ils ont besoin de capitaux étrangers, mais surtout de technologies étrangères. Cependant, contrairement à d'autres pays en développement qui ont simplement ouvert leurs frontières aux importations, la Chine a imposé une condition stricte et non négociable aux investisseurs. Pour vendre sur le sol chinois et éviter des taxes d'importation prohibitives, une entreprise étrangère ne pouvait pas posséder son usine à 100%. Elle devait obligatoirement s'associer avec une entité locale, souvent une entreprise d'État, dans une structure où la part étrangère était plafonnée à 50%. C'était la règle du 50-50 qui allait devenir la norme de l'industrie. Cette structure juridique n'était pas seulement une question de partage des profits financiers, elle impliquait contractuellement un partage des opérations. La loi stipulait clairement que l'objectif de ces partenariats était l'élévation du niveau technologique de la partie chinoise. En signant ces accords, les entreprises occidentales acceptaient de facto de former leurs partenaires, de fournir les plans des usines, d'installer les machines les plus modernes et d'expliquer leurs méthodes de gestion de la qualité, comme le Lean Management ou le Six Sigma. Pour les multinationales occidentales, cette contrainte était perçue comme un coût d'entrée acceptable, une sorte de taxe administrative pour accéder à un marché vierge d'1 milliard de consommateurs potentiels. Les conseils d'administration à New York, Francfort ou Tokyo voyaient les courbes de croissance démographique et calculaient le Total Addressable Market, TAM. Face à la saturation de leur marché domestique, la promesse de croissance chinoise justifiait largement de partager l'usine avec un partenaire local qui, à l'époque, ne semblait pas menaçant. Il est crucial de comprendre que ce transfert n'était pas caché. Il était au cœur des négociations commerciales bilatérales. Les gouvernements occidentaux encourageaient même ces partenariats, y voyant un moyen d'intégrer la Chine dans le commerce mondial et d'ouvrir des débouchés pour leurs exportations de machines-outils. La vision dominante était celle de l'avantage comparatif de Ricardo. L'Occident apporterait la haute technologie et le capital, la Chine apporterait la main-d'œuvre abondante et le foncier.
Ce cadre légal a agi comme un mécanisme d'osmose technologique accéléré. Au lieu de devoir réinventer la roue, les ingénieurs des entreprises d'État chinoises se sont retrouvés assis à côté des meilleurs ingénieurs allemands, américains et japonais. Ils ont eu accès aux blueprints, plans détaillés, aux spécifications techniques des matériaux et aux protocoles de test. Ce qui aurait pris 30 ans de recherche et développement a été acquis en quelques années grâce à la mise en œuvre opérationnelle quotidienne de ces joint ventures. Ainsi, la loi de 1979 n'a pas seulement ouvert le marché chinois, elle a transformé le pays en une gigantesque université technique appliquée. Chaque usine construite par General Motors ou Volkswagen devenait un centre de formation pour l'industrie locale. C'était un échange rationnel, des profits immédiats pour l'Occident contre une montée en compétences structurelles pour la Chine. Personne n'a été dupé. Les termes de l'échange étaient clairs dès le premier jour, même si les conséquences à long terme avaient été sous-estimées. Chapitre 2. Le cas d'école Volkswagen SAIC, 1984. L'exemple le plus emblématique de cette stratégie est sans doute l'accord signé en octobre 1984 entre le constructeur allemand Volkswagen et la Shanghai Automotive Industry Corporation, SAIC. À l'époque, SAIC était un fabricant modeste produisant quelques tracteurs et une berline obsolète, la Shanghai SH760, assemblée quasi artisanalement. Volkswagen, cherchant à s'internationaliser, a été le premier grand constructeur à accepter les conditions du gouvernement chinois et à s'implanter massivement via une coentreprise. L'accord prévoyait la production locale de la Volkswagen Santana, un modèle robuste qui allait devenir le symbole de la motorisation chinoise pendant 2 décennies. Pour produire ce véhicule aux standards allemands de qualité, Volkswagen ne pouvait pas se contenter d'envoyer des pièces détachées. Il a fallu transférer l'intégralité du processus industriel, des presses d'emboutissage modernes, des robots de soudure, des lignes de peinture automatisées et des bancs de contrôle moteur. Les ingénieurs allemands ont passé des années à Shanghai pour former leurs homologues chinois. Ils leur ont enseigné non seulement comment assembler une voiture, mais comment gérer une chaîne logistique complexe, comment respecter des tolérances de l'ordre du micron, et comment organiser une production en flux tendu. SAIC, en tant que partenaire à 50%, avait un droit de regard et d'accès total à ces technologies. C'était une immersion complète dans le savoir-faire industriel le plus avancé de l'époque. Pour Volkswagen, l'opération fut un succès financier colossal. La marque a dominé le marché chinois pendant des années, détenant à un moment plus de 50% de parts de marché. Les bénéfices générés en Chine ont permis de financer la R&D du groupe au niveau mondial et de consolider sa position de leader européen. Pendant longtemps, les dirigeants de Wolfsburg ont considéré ce partenariat comme le joyau de la couronne, une source de cash flow inépuisable qui validait leur stratégie d'early mover. Cependant, pendant que Volkswagen comptait ses profits, SAIC accumulait du capital intellectuel. Chaque nouvelle génération de Passat ou de Jetta introduite sur le marché chinois s'accompagnait d'un nouveau transfert de technologie. Les équipes locales apprenaient à concevoir des châssis, à calibrer des moteurs électroniques et à gérer des réseaux de fournisseurs. SAIC n'était plus un simple exécutant, mais devenait progressivement un constructeur automobile complet, formé à l'école allemande. Ce partenariat a également créé un effet de standardisation. Les normes industrielles allemandes, DIN, sont devenues, par la force des choses, les normes de l'industrie automobile chinoise naissante. Cela a structuré tout le secteur autour de processus rigoureux, éloignant l'industrie locale des méthodes soviétiques archaïques. Le niveau d'exigence qualité imposé par VW a élevé le niveau de jeu de tout l'écosystème environnant, préparant le terrain pour l'émergence de marques locales indépendantes. Rétrospectivement, l'accord VW-SAIC de 1984 apparaît comme le point de bascule. Il a prouvé que le modèle de la joint venture fonctionnait pour les deux parties. L'Occident gagnait des milliards en dividendes et la Chine gagnait des décennies de développement industriel. C'était une relation symbiotique où l'élève apprenait du maître en le rémunérant grassement, jusqu'au jour où l'élève se sentirait prêt à construire ses propres modèles. Chapitre 3. La localisation de la supply chain, l'osmose. Le transfert de technologie ne s'est pas limité aux usines d'assemblage final. Il a irrigué toute la chaîne de valeur via les exigences de contenu local. Très vite, le gouvernement a exigé qu'un pourcentage croissant des pièces composant les véhicules, freins, vitres, sièges, électroniques, soient fabriqués en Chine. Pour respecter ces quotas et réduire les coûts logistiques, les constructeurs occidentaux ont dû demander à leurs propres fournisseurs, Bosch, Valeo, Continental, de s'implanter eux aussi en Chine via des joint ventures. C'est ici que l'effet de levier a été le plus puissant. Une voiture est composée de 30 000 pièces. En localisant la production de ces pièces, l'industrie chinoise a acquis la maîtrise de la métallurgie de précision, de la plasturgie, de l'électronique embarquée et de la chimie des matériaux. Des milliers de sous-traitants locaux sont nés pour fournir les usines de VW, GM ou Toyota,
apprenant à respecter les cahiers des charges draconiens des constructeurs mondiaux. Ce tissu industriel dense est la véritable force acquise durant ces 4 décennies. Il est relativement facile de construire une usine d'assemblage, mais il est extrêmement difficile de construire un écosystème de fournisseurs capable de livrer des composants zéro défaut en juste temps. En forçant la localisation, la Chine a récupéré le savoir-faire de l'ensemble de la pyramide automobile, pas seulement le sommet. Les ingénieurs et techniciens formés chez ces fournisseurs internationaux ont souvent quitté ces entreprises pour fonder leur propre structure ou rejoindre des groupes 100% chinois. Ce phénomène, connu sous le nom de Technology Spillover, débordement technologique, a diffusé les meilleures pratiques occidentales dans l'ensemble de l'économie. Le savoir-faire est sorti des murs des joint ventures pour devenir un patrimoine industriel national diffus. Prenons l'exemple des moules d'injection plastique ou des outils d'emboutissage. Au début, ils étaient importés d'Allemagne ou du Japon à prix d'or. Progressivement, grâce au transfert de plans et à la formation, les entreprises locales ont appris à les fabriquer pour une fraction du coût. Cela a donné aux constructeurs chinois futurs un avantage compétitif majeur. L'accès à une chaîne d'approvisionnement locale, rapide et bon marché, mais aux standards de qualité internationaux. Cette maîtrise de la supply chain est ce qui permet aujourd'hui à des entreprises comme BYD ou Geely de concevoir et produire des véhicules à une vitesse record. Ils ne dépendent pas de fournisseurs lointains, ils ont tout l'écosystème à portée de main, un écosystème qui a été patiemment financé et mis aux normes par les investissements occidentaux des années 90 et 2000. Ainsi, l'Occident n'a pas seulement transféré la recette de la voiture, il a transféré la cuisine, les ustensiles et a formé les fournisseurs d'ingrédients. C'est cette profondeur industrielle qui rend aujourd'hui la compétition si difficile pour les nouveaux entrants. La Chine dispose désormais de la chaîne d'approvisionnement la plus complète et la plus intégrée au monde, héritage direct de cette politique de localisation forcée. Chapitre 4. L'émergence des champions locaux, le pivot. Pendant que les joint ventures produisaient des millions de véhicules pour le compte des marques étrangères, des entrepreneurs locaux observaient et préparaient l'étape suivante, la création de marques nationales indépendantes. Des entreprises comme Geely, Chery ou Great Wall Motors ont commencé par copier des modèles existants, reverse engineering, une phase d'apprentissage classique dans le développement industriel. Mais grâce à l'écosystème de fournisseurs déjà en place, ils ont pu monter en gamme beaucoup plus vite que prévu. Le véritable tournant s'est opéré lorsque ces entreprises ont compris qu'elles ne pourraient jamais battre les Allemands ou les Japonais sur le terrain du moteur thermique traditionnel. Le retard en matière de complexité mécanique, moteur V6, boîte de vitesse automatique, était trop grand et trop protégé par des brevets. C'est là qu'intervient la décision stratégique de changer de voie pour dépasser. Le pari sur le véhicule électrique. Dès le début des années 2000, et de manière accélérée après 2010, la politique industrielle chinoise a orienté massivement les capitaux et la R&D vers les batteries et la propulsion électrique. C'était un domaine où l'Occident n'avait pas d'avance écrasante, et où les règles du jeu restaient à écrire. Les champions locaux ont utilisé les profits générés dans d'autres secteurs, ou les subventions d'État, pour investir agressivement dans cette nouvelle technologie. Les ingénieurs qui avaient été formés à la rigueur des processus chez VW ou GM ont été débauchés par ces nouvelles entités privées. Ils ont apporté avec eux la culture de l'excellence opérationnelle, qu'ils ont appliquée à une nouvelle architecture technologique. On a vu naître une hybridation redoutable. La discipline manufacturière allemande combinée à la vitesse d'exécution et à la prise de risque du secteur technologique chinois. L'État a joué son rôle en réservant les subventions aux véhicules utilisant des batteries produites localement, obligeant une nouvelle fois les acteurs étrangers à localiser leur technologie de batterie s'ils voulaient être compétitifs. Cela a permis l'émergence de géants comme CATL, batterie, qui fournit aujourd'hui Tesla, BMW et Mercedes. Le rapport de force a commencé à s'inverser. Ce n'était plus la Chine qui avait besoin de la tech occidentale, mais l'Occident qui avait besoin des batteries chinoises. Cette période a marqué la fin du complexe d'infériorité. Les marques locales, initialement perçues comme des options bas de gamme, ont commencé à gagner des parts de marché domestiques grâce à une meilleure intégration du logiciel et des services numériques, domaine où les constructeurs traditionnels étaient plus lents. Ils ont compris que la voiture devenait un smartphone sur roue, et ils ont joué cette carte à fond. Ainsi, les champions locaux ne sont pas sortis du néant. Ils sont les enfants des joint ventures, ayant grandi dans l'ombre des géants avant de s'émanciper. Ils ont utilisé les infrastructures, les talents et les réseaux de fournisseurs bâtis par l'Occident pour lancer une offensive technologique sur un nouveau terrain, celui de l'électrique, où l'élève est finalement devenu plus rapide que le maître. Chapitre 5. Le cas BYD, de la batterie à l'auto. L'entreprise BYD, Build Your Dreams, illustre parfaitement cette synthèse entre maîtrise industrielle et innovation de rupture. Contrairement à SAIC, qui était un partenaire étatique,
BYD est une entreprise privée fondée par Wang Chuanfu, un chimiste spécialiste des batteries. Au départ simple fournisseur de batteries pour Motorola et Nokia, BYD a racheté une petite entreprise automobile en 2003 pour apprendre à construire des châssis, appliquant sa propre expertise électrique à l'automobile. Pendant des années, BYD a été moqué pour ses designs imités et sa qualité perçue médiocre. Cependant, l'entreprise possédait un avantage structurel unique, l'intégration verticale totale. Contrairement aux constructeurs occidentaux qui assemblent des pièces achetées à des fournisseurs, BYD fabrique presque tout en interne. Les batteries, les moteurs, les semi-conducteurs et même les puces électroniques. Cette stratégie lui a permis de contrôler ses coûts et d'innover plus vite en itérant sans cesse ses produits. L'expérience acquise par l'industrie chinoise via les joint ventures a permis à BYD de recruter des ingénieurs qualifiés pour améliorer ses standards de fabrication, fit and finish. Ils ont embauché Wolfgang Egger, ancien designer d'Audi, pour donner une crédibilité esthétique à leur voiture. C'est l'exemple parfait de l'utilisation des compétences occidentales pour servir une ambition nationale. Acheter le talent pour combler les lacunes restantes. En 2020, BYD a lancé la batterie Blade, une innovation majeure en termes de sécurité et de densité énergétique. À ce moment-là, il est devenu clair que le transfert technologique s'était inversé. Ce sont des constructeurs comme Toyota qui se sont rapprochés de BYD pour nouer des partenariats et utiliser leur technologie de batterie. Le cycle de 40 ans était bouclé. L'apprenti était devenu le détenteur de la technologie critique. La force de BYD réside aussi dans sa capacité à produire à des coûts imbattables grâce à l'échelle du marché chinois. En vendant des millions de voitures sur son marché domestique, l'entreprise amortit ses coûts de R&D bien plus vite que ses concurrents européens. Lorsqu'elle arrive sur le marché international, elle propose des véhicules technologiquement avancés, à des prix inférieurs de 30 à 40% à ceux des équivalents occidentaux. Ce succès n'est pas le fruit du hasard, mais de la convergence entre une stratégie d'entreprise visionnaire, le pari sur la batterie, et un écosystème industriel mature, hérité de l'ère des joint ventures. BYD a su capitaliser sur les infrastructures existantes, tout en développant sa propre propriété intellectuelle sur le composant le plus cher du véhicule électrique, la batterie. Aujourd'hui, BYD exporte sa technologie et ses bus électriques dans le monde entier, y compris à Londres et Los Angeles. L'entreprise symbolise la réussite de la stratégie chinoise, absorber le savoir-faire manufacturier mondial, le digérer et le dépasser par l'innovation technologique sur les segments de marché de demain. Chapitre 6. La nouvelle réalité. L'inversion des rôles. Nous vivons aujourd'hui les conséquences directes de ces 4 décennies de transfert technologique et de développement industriel. La hiérarchie automobile mondiale est en pleine recomposition. Les exportations chinoises inondent les marchés européens, sud-américains et asiatiques, non plus avec des produits bas de gamme, mais avec des véhicules high-tech compétitifs. Les constructeurs historiques se retrouvent en position défensive, obligés de réagir face à une concurrence qu'ils ont, en partie, contribué à former. Le signe le plus frappant de cette nouvelle ère est l'inversion des flux d'investissement. Récemment, Volkswagen a investi 700 millions de dollars pour prendre une participation dans Xpeng, une start-up chinoise de véhicules électriques, afin d'accéder à sa technologie logicielle. Stellantis, Peugeot Fiat, a investi 1,5 milliard d'euros dans Leapmotor pour utiliser sa plateforme électrique. Désormais, ce sont les Occidentaux qui paient pour accéder à la technologie chinoise. Cette situation pose un défi stratégique majeur pour l'Occident. Les barrières douanières et les tarifs protectionnistes, actuellement discutés à Bruxelles et Washington, sont une réponse politique à cette réalité économique. Cependant, d'un point de vue purement industriel, le rattrapage est déjà acté. La Chine possède une avance structurelle sur la chaîne de valeur des batteries et des matériaux critiques qui sera difficile à combler à court terme. Il faut cependant nuancer. Ce processus n'a pas été un vol unilatéral, mais un échange commercial où chaque partie a poursuivi ses intérêts. Les actionnaires occidentaux ont touché des centaines de milliards de dividendes grâce au marché chinois pendant 40 ans. Le consommateur chinois a accédé à la mobilité moderne. Et l'État chinois a réussi son pari de modernisation industrielle. C'est un résultat gagnant-gagnant qui a fini par changer l'équilibre des forces. L'avenir de l'industrie automobile mondiale ne se jouera plus sur la capacité à emboutir de la tôle, savoir-faire acquis, mais sur le logiciel, l'intelligence artificielle et la conduite autonome. Sur ces nouveaux terrains, la compétition est ouverte et les acteurs chinois partent désormais sur la même ligne de départ que les acteurs de la Silicon Valley, avec l'avantage d'une immense base de données utilisateurs et d'une vitesse d'itération supérieure. Pour les PDG occidentaux, la leçon est rude mais précieuse. Le court-termisme financier et la sous-estimation de la concurrence stratégique se paient sur le temps long. Le transfert de technologie n'est jamais anodin, c'est un emprunt sur l'avenir. Aujourd'hui, l'échéance de cet emprunt est arrivée
et le remboursement prend la forme d'une concurrence féroce sur les parts de marché mondiales. En conclusion, l'histoire de ces 10 trillions de dollars de transferts technologiques est celle de la plus grande mutation industrielle de notre temps. Elle nous rappelle que l'économie mondiale n'est pas statique et que les positions dominantes ne sont jamais acquises éternellement. La Chine a appris, appliqué et innové. La question était maintenant de savoir comment l'industrie occidentale va se réinventer pour faire face à ce nouveau paradigme qu'elle a, paradoxalement, aidé à construire.